Le vendredi 13 février a commencé comme n'importe quel jour. Quand je me lève, il pleut légèrement dehors. Il est aux alentours de 6h37. Je vais dans la chambre de ma fille Amber et je lui dis que je vais essayer de partir du travail plus tôt pour qu'on aille au cinéma. Elle me dit d'accord, je lui dis que je l'aime et elle dit qu'elle m'aime aussi. Je ne m'inquiète jamais quand Amber va à l'école à pied. Ce n'est pas un problème. Mais il se trouve que ce jour-là, ma fille est partie à l'école et n'est jamais rentrée à la maison. Ma fille, Amber, avait 14 ans. Sa matière préférée à l'école, c'était l'agriculture. Elle m'a parlé de ce programme qu'ils ont mis en place au lycée d'Escondido. Elle devait élever un agneau. Et ce matin-là, c'est le jour où elle doit apporter le chèque pour son agneau. Amber est très enthousiaste. Mais à 16h30, mon petit ami Dave m'appelle pour me dire qu'une amie d'Amber, Jade, a envoyé un message. Elle dit « Amber, t'es où? Je croyais qu'on devait se retrouver à la pause. Je te cherche partout. » Puis le lycée laisse un message disant qu'Amber n'est pas venue en cours ce jour-là. Dave est le beau-père d'Amber. Alors il me dit « Je sors, je vais là-bas et je vais la chercher. » Moi, je pars en voiture jusqu'au lycée, je tourne dans le quartier, j'appelle quelques amis. Je leur dis qu'Amber a disparu, que je la trouve nulle part. C'est un horrible sentiment d'impuissance. Je sens immédiatement qu'il lui est arrivé quelque chose. Elle n'aurait pas raté ce jour d'école. Elle attendait impatiemment ce moment depuis 1 an. Alors la panique s'installe. Le poste de police d'Escondido reçoit un appel de Dave Cave, le beau-père d'Amber Dubois. Tous les agents ainsi que la brigade cynophile se rendent immédiatement au lycée et commencent à chercher Amber Dubois. Le lycée d'Escondido est un campus gigantesque. Il est situé à moins de 2 km du domicile d'Amber. En tant que parent, la situation m'inquiète beaucoup. Lorsqu'un enfant disparaît ou est victime d'un crime, ce genre d'affaire devient notre priorité numéro 1. La ville d'Escondido est dans l'est du comté de San Diego. Elle est nichée dans une vallée entourée de montagnes de presque tous les côtés, excepté au sud, où elle est bordée par le lac Hodges et la ville de San Diego. En 2009, la population était d'environ 120 000 habitants. À une époque, Escondido était appelé Rancho Rincón del Diablo, le coin du diable. C'était appelé le coin du diable parce qu'à l'époque, les missionnaires n'appréciaient pas que le pouvoir ne soit pas détenu par l'Église. Et puis, il y avait ces collines qui projetaient de vastes ombres sur le paysage. En 2009, je suis journaliste pour NBC San Diego, lorsque les médias découvrent qu'Amber a disparu un vendredi 13. Un mauvais présage. C'est la nuit où on doit s'assurer de bien fermer nos portes à clé et de garder nos enfants en sécurité parce que le diable rôde dehors. Dans cette communauté si sûre, où tant de familles aiment vivre, Amber disparaît. Et ça suscite la peur. Ça provoque une onde de choc dans toute la communauté. Si vous êtes parent, c'est le pire scénario possible. Où est mon enfant? Où est Amber? Où peut-elle bien être? Avez-vous vu Amber?
On doit la retrouver. Lorsqu'on est confronté à ce type d'affaires, à savoir la disparition d'adolescentes, on commence généralement par interroger la dernière personne qui a vu cette adolescente. Et on recueille tous les détails sur ce qu'elle a fait ce jour-là. Tout ce qui pourrait être pertinent. Même le moindre détail peut faire avancer une enquête. Dans cette affaire, c'est Dave Cave. Dave commence sa journée en allant à la salle de sport. Il a vu Amber pour la dernière fois à leur domicile vers 7 heures du matin. Il rentre au moment où Amber est censée partir à l'école. Il n'y a que 2 chemins pour arriver jusqu'à chez nous, et il ne se souvient plus lequel il a emprunté. On trouve cela très étrange. Comment ça se fait qu'il ne se souvienne pas du chemin qu'il a emprunté pour rentrer chez lui? Dave vient à mon travail ce jour-là, le vendredi 13 février. Il m'apporte des fraises enrobées de chocolat et d'autres cadeaux pour la Saint-Valentin. Dave et moi, on ne fête pas la Saint-Valentin, car c'était leur anniversaire avec son ex-femme, donc c'est un sujet assez sensible. Le fait qu'il vienne à mon travail et m'apporte tout ça, c'est vraiment pas normal. Il reste à mon travail pendant plus d'1 heure. Je dois lui dire de partir. De là, il va voir un film au cinéma, ce qui ne ressemble pas du tout à Dave. Je remets en question tout ce qu'il fait, car toute sa journée est bizarre. Lorsqu'on se met à interroger la famille, on se rend compte qu'il y a beaucoup de tensions entre Amber et Dave Cave, son beau-père. La cause majeure de cette tension vient du fait qu'elle passe la plupart de son temps dans sa chambre à lire. Dave n'est pas d'accord avec ça. Il pense qu'elle doit passer davantage de temps avec sa famille. On apprend qu'ils se disputent tout le temps. À un moment, Dave retire même la porte de la chambre d'Amber afin qu'elle ne puisse pas s'y réfugier pour lire. L'une des choses qu'on apprend en interrogeant Carrie, c'est que Dave et Amber viennent de se réconcilier. Dave l'emmène même dans une librairie pour lui offrir des livres. Et moins de 12 heures plus tard, Amber disparaît. Les statistiques montrent que dans les cas de disparition, il est probable qu'une personne proche de la famille ou un membre de la famille soit impliqué. Lorsqu'on interroge Dave Cave au sujet de la disparition d'Amber, il nie être responsable ou être au courant de quoi que ce soit. Il déclare que malgré les tensions et leurs disputes récurrentes, il ne lui ferait jamais de mal. Dave clame son innocence, affirmant à la police qu'il n'a rien à voir avec ça. Puis alors que je suis dans ma chambre, je me souviens qu'Amber portait un collier ce matin-là. Et tout à coup, je trouve ce collier sur ma tête de lit. Ce qui me fait complètement perdre pied. Je vais voir la police, je pleure, je suis en panique. Je leur demande « Venez chez moi, pas besoin de mandat de perquisition, venez faire des recherches. » Peut-être qu'ils se sont disputés et qu'elle est tombée dans les escaliers ou quelque chose comme ça. En fait, Carrie nous dit de simplement arrêter Dave. Cependant, pour arrêter Dave, nous avons besoin d'un motif valable, ce qui sous-entend avoir des preuves. L'une des choses que l'on peut utiliser, c'est un détecteur de mensonges. Dave Cave passe 3 fois au polygraphe. Il est très nerveux. Lorsque les résultats du détecteur de mensonges arrivent et qu'on commence à les étudier, le technicien du polygraphe vient me voir et me dit qu'il a certains doutes au sujet de Dave. Il y a des incohérences dans ses déclarations et son degré de nervosité semble disproportionné. Alors on se concentre davantage sur Dave. C'est la première fois que j'ai l'impression de ne pas connaître la personne avec laquelle j'ai décidé de passer ma vie. Ça doit être absolument terrifiant pour Carrie, d'avoir son enfant qui a disparu. Mais aussi de dormir à côté de la personne considérée par la police comme le principal suspect. Quand on dort, que ce soit à côté de son conjoint ou d'un membre de sa famille, on éprouve un sentiment de sécurité. Mais si on ne se sent pas en sécurité, à cause de la personne qui dort à côté de nous, on ne peut pas dormir. Parce qu'on ne sait pas de quoi cette personne est capable. Peut-être que cette personne a un côté sombre que tout le monde ignore. On a observé cela avec beaucoup d'autres tueurs qui passaient inaperçus.
On se rend compte à quel point ça doit être pénible pour Carrie de vivre avec cette personne. Avec quelqu'un qui pourrait être responsable de la disparition de sa fille. S'il est capable de faire une chose pareille, que pourrait-il faire d'autre ? Le temps est un facteur essentiel dans tous les cas de disparition. Plus cette affaire s'éternise, plus on réalise que les chances de retrouver Amber Dubois vivante s'amenuisent. J'appelle Amber probablement toutes les 15 à 20 minutes, toute la nuit, pour avoir des nouvelles. Je reste éveillée cette nuit-là après avoir fait le tour du quartier pour essayer de la retrouver. Je suis devant l'ordinateur, je cherche comment je peux trouver des chiens de questage ou n'importe quoi d'autre. Je me souviens qu'il est environ 4 heures du matin et je suis encore devant l'ordinateur en pleurs, essayant de trouver quoi faire. On installe un centre de recherche à côté de la maison. La population se mobilise grandement et participe aux recherches pour retrouver ma fille. Je veux être là-bas pour la chercher moi-même. Alors, chaque soir, je sors pour aller à sa recherche. Lors d'une de ces battues, Dave Cave se présente pour participer lui aussi. Puisque Dave est un suspect potentiel dans cette affaire, on lui demande de ne pas participer aux recherches. Parce que s'il trouve quelque chose, on ne veut pas qu'il contamine la scène de crime. C'est chaque jour plus difficile. La seule chose qui me fait tenir, c'est de savoir que je vais la retrouver. Au fur et à mesure que l'enquête avance, on doit soit se concentrer sur Dave, soit l'évincer complètement. Et ce qu'on doit faire, c'est recréer sa journée, le vendredi 13 février. Il nous faut vérifier où il se trouvait à chaque moment de cette journée. On va à sa salle de sport, on regarde les vidéos de surveillance. On récupère les images vidéo de l'école pour vérifier quel chemin il emprunte pour rentrer chez lui. On discute avec le concessionnaire, on a la confirmation qu'il y était. On interroge également le personnel du cinéma et on récupère une vidéo. On confirme qu'il était seul. On est en mesure de vérifier tout ce qu'il a dit avoir fait ce jour-là. À partir de là, on peut exclure Dave. Il n'a rien à voir avec la disparition. C'est là que la peur s'installe vraiment. Y a-t-il un monstre parmi nous? Beaucoup de parents, en particulier au lycée d'Escondido, se demandent si quelqu'un a enlevé Amber, qui sera la prochaine? Tout le monde est sur ses gardes. Les parents conduisent leurs enfants à l'école. Il y avait manifestement beaucoup de craintes. Personne ne veut que son enfant disparaisse comme Amber. Le 13 février 2010, on décide d'organiser une course caritative au lycée afin de collecter des fonds pour continuer à chercher Amber. La police se présente à l'école ce jour-là et m'annonce qu'ils ne sont pas plus avancés dans l'affaire qu'ils ne l'étaient il y a un an. Je suis terriblement déçue d'entendre ça. Ils n'ont pas la moindre idée de ce qui lui est arrivé. Je me souviens d'avoir fait un reportage avec Carrie parce qu'une année était passée. Et Carrie n'a jamais perdu espoir. J'essaie de rester positive, mais c'est très dur. Ça m'affecte beaucoup. J'essaie de retourner au travail, mais je n'y arrive pas. Je ne peux pas rester dans un bureau fermé, sans être prise d'angoisse. Reviens-moi, je t'en supplie. Je veux qu'elle rentre à la maison. Ce premier anniversaire est extrêmement difficile pour Carrie. 365 jours et aucun signe de votre fille. Que ressentiriez-vous? Ce qu'on sait, c'est que si ce prédateur est toujours en liberté, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et on ne veut pas d'une autre victime.
On a besoin de nouveaux éléments dans cette affaire, mais on ne sait pas comment en trouver. À environ 15 km au sud d'Escondido, Chelsea King, 17 ans, s'apprête à aller faire son jogging. Elle est dans l'équipe de cross. Mais elle s'entraîne aussi pour un semi-marathon car elle veut accomplir cet objectif avant de partir à l'université. Chelsea a l'habitude de courir pour se ressourcer. Une jeune fille au lycée, surtout quand elle souhaite accomplir de grandes choses, subit beaucoup de pression. Chelsea a trouvé ce moyen pour se détendre. Normalement, on a de ses nouvelles avant 15 heures, mais ce jour-là, plus de nouvelles d'elle. Alors on commence à s'inquiéter. On pourrait penser que c'est une réaction excessive, mais quand on connaît Chelsea, ce n'est pas le cas. Quelque chose cloche. Ma fille, Chelsea, part très tôt le matin pour aller au lycée, aux alentours de 6h30. Quand elle a fini son petit déjeuner, elle dit « Salut papa, je pars pour le lycée ». Je réponds « Ok, je t'aime ». C'est tout. Je connais l'histoire d'Amber. Je sais qu'elle a disparu. Mais ça m'atteint moins parce que ce n'est pas arrivé à ma famille. Le matin où Chelsea disparaît, on ratisse très large dès les 30 premières minutes pour la retrouver. La mère de Chelsea appelle l'une des amies de sa fille. Et cette amie nous suggère d'utiliser la géolocalisation de son téléphone et de le faire sonner. On le fait et on voit qu'il est dans le parc du quartier de Rancho Bernardo. Je me dis, je vais là-bas en voiture pour essayer de la trouver. Je dois retrouver ma fille. La nuit commence à tomber et je m'arrête parce que je trouve sa voiture. Je regarde à l'intérieur. Je remarque que ses vêtements d'école sont pliés et posés sur le siège passager avec son téléphone. J'appelle la mère de Chelsea et je lui dis « Appelle la police, je pars à sa recherche ». Je me mets à courir sur les sentiers en criant son nom. Je reçois un coup de téléphone de mon superviseur pour l'aider dans une enquête sur une personne disparue. Quand j'arrive là-bas, je n'en crois pas mes yeux. Il y a déjà énormément d'agents de police et plusieurs agences gouvernementales. Il y a des équipes de recherche, des unités cynophiles, des agents du FBI et des agents du département de la justice. Il s'agit simplement d'une mise en commun de toutes les ressources consacrées à cette enquête. Il nous faut retrouver Chelsea King. Le soir de la disparition de Chelsea, ses amis font passer le mot. Et en moins de 2 heures, il y a environ 500 personnes dans le parc. Je me souviens annoncer à l'antenne la disparition d'une jeune fille de 17 ans. Tout le monde est sur le pont. Il fait nuit, ils ont des lampes torches, il y a toutes ces personnes dans les herbes hautes, au bord de l'eau, en train de l'appeler « Chelsea! Chelsea !» Mais personne ne répond. La famille King est très inquiète. Ils expliquent que leur enfant est une fille modèle, très intelligente, très active, très sociable, et qu'il est inhabituel pour elle de ne pas leur donner de nouvelles, de ne pas avoir son téléphone portable sur elle, même lorsqu'elle fait son jogging dans le parc. En tant que père, en tant que parent, le pire cauchemar, c'est que votre enfant soit porté disparu. Surtout dans des circonstances très floues. On commence à avoir de l'affect dans cette affaire. Je pense aux parents de Chelsea et il nous faut absolument la retrouver pour son bien à elle, pour le bien de ses parents et pour le bien de toute la communauté de San Diego.
Nos cœurs se serrent lorsqu'on apprend qu'une autre fille a disparu si près de notre ville. Il s'agit d'une autre jeune fille qui a disparu en plein jour dans un lieu public. C'est très préoccupant. Je suis au lit et ma colocataire vient me dire qu'une autre fille a disparu. J'allume la télévision et je vois qu'une jeune fille de 17 ans est portée disparue à Poway, qui est seulement à 20 minutes d'autoroute de la ville où je me trouve. Quand deux filles disparaissent à moins de 50 km l'une de l'autre en l'espace d'un an, c'est difficile de ne pas faire le lien. Comme j'ai eu la chance d'avoir un entourage formidable, je veux leur tendre la main et les aider. Mon téléphone n'arrête pas de sonner et tout le monde me dit qu'il faut aider cette famille à retrouver cette fille. Le matin où ils ouvrent le premier centre de recherche, on me dit que 3000 personnes participent à la battue pour ma fille. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je me rends là-bas et je marche jusqu'à la queue pour remercier chaque personne. Merci beaucoup d'être venu. J'aperçois Carrie au centre de recherche et je la reconnais. Je m'approche d'elle et je la serre très fort dans mes bras. Il me dit « Je ne vous connais pas, mais je tiens à vous dire que je vous aime. Et que je vous remercie infiniment de m'aider. Pour ma fille, alors que vous vivez la même chose avec votre fille. C'est ce qui nous unit. » Le parc Rancho Bernardo est très vaste et une grande partie est laissée à l'état naturel. L'équipe de recherche est composée de gens formidables, des bénévoles. Si on leur confie une mission, ils peuvent trouver une aiguille dans une botte de foin. On ne veut pas passer à côté de quoi que ce soit ayant été jeté dans cette zone. On ne se contente pas de fouiller le sentier. On se déploie et on se déplace partout à la recherche de tout ce qui pourrait être considéré comme une preuve. Notre première véritable avancée provient d'une bénévole qui trouve des morceaux de vêtements sur le sentier. On s'est rendu compte qu'il y avait notamment des sous-vêtements féminins. On veut déterminer s'il y a des éléments de preuve sur ces sous-vêtements qui pourraient nous mettre sur la voie d'un suspect. On montre les photographies au King. Il nous indique que ces vêtements retrouvés dans le parc correspondent à ce que Chelsea pourrait porter. À ce moment-là, Madame King est extrêmement bouleversée et elle s'en va. Quand il me montre les preuves, je pense encore que ma fille peut être retrouvée. Quelques jours plus tard, on parvient à retrouver d'autres vêtements. Une chaussure de course et une brassière de sport. On s'accroche toujours à l'espoir de la retrouver saine et sauve. Mais au fil des jours, il est normal que l'espoir commence à s'amenuiser. On essaie toujours de garder une attitude positive. Donc même si ces éléments de preuve potentiels ont été retrouvés, on garde espoir, tout comme la famille. Et on espère qu'elle est toujours en vie quelque part. Je reçois un appel du laboratoire de police scientifique. Ils annoncent que, d'après le sang trouvé sur les sous-vêtements, il y a bien l'ADN de la victime, Chelsea King. Ils trouvent également un deuxième profil ADN, provenant de fluides corporels récupérés sur les sous-vêtements. Cette équipe a pour mission de rechercher, de contacter et d'interroger toutes les personnes enregistrées dans cette zone comme délinquants sexuels. Les enquêteurs me demandent de consulter le registre des délinquants sexuels du comté de San Diego, présent dans un rayon géographique de 80 km. Il y a plus de 40 photos dans ce registre.
Ce sont tous des prédateurs extrêmement dangereux. J'ignorais que beaucoup d'entre eux vivaient dans notre quartier si près de chez nous. Je suis terrifié. Il y a quelqu'un dans notre région qui traque les jeunes filles. C'est effrayant. On commence par rechercher tous les signalements d'agression qui ont eu lieu ou qui auraient pu avoir lieu dans cette zone. On découvre un incident qui s'est produit le 27 décembre 2009. C'est une belle journée ensoleillée à San Diego. Candice Moncayo, 22 ans, fait son jogging dans le parc Rancho Bernardo. Je repère un homme qui marche vers moi. Il attend qu'on soit côte à côte. Soudain, elle est projetée au sol. Elle donne des coups de pied et elle crie. Elle comprend ce qui va arriver. Candice Moncayo se bat de toutes ses forces pour se sauver. À un moment donné, je parviens à poser une main sur le sol. Et avec mon coude droit, je lui donne un violent coup dans le nez. Je me lève et je cours. Je n'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie. Elle déclare à la police que son agresseur est un homme blanc, probablement âgé d'une vingtaine d'années, qu'il est trapu et musclé, et qu'il a une coupe de cheveux de style militaire. C'est à ce moment-là que la police peut commencer à assembler les pièces du puzzle. Il y a Chelsea King, qui a disparu le 25 février. Mais quelques mois plus tôt, Candice Moncayo, âgée de 22 ans, est agressée pratiquement au même endroit. Et puis, un vendredi 13 au matin, au mois de février, Amber Dubois disparaît, à seulement quelques kilomètres de là. C'est à ce moment-là que la police comprend qu'il peut y avoir un violeur en série, voire un tueur en série dans les parages. Avec ces informations, il devient encore plus impératif de localiser ce suspect. J'espère encore au plus profond de mon cœur qu'elle a trouvé refuge quelque part ou qu'elle est retenue contre son gré et qu'on peut encore la trouver. Tout ce que je veux faire en tant que père, c'est lui apporter une couverture. Elle est dehors, il fait froid, il pleut. Je veux seulement la réconforter. Je l'ai voulu pendant 5 jours. Dans ma tête, je pense encore, c'est peut-être un puma, une morsure de serpent ou une chute dans un canyon. Je ne peux pas imaginer qu'un prédateur sexuel puisse s'en prendre à ma fille. Notre superviseur reçoit un appel. Ils ont retrouvé les restes d'une jeune femme dans une tombe peu profonde, juste aux abords du lac Hodges. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. On utilise des pinceaux pour enlever le sable et la terre de son corps. C'est difficile à gérer. Je pense aux parents. Je pense à ce que Chelsea a vécu. Elle a sûrement dû penser, s'il vous plaît, papa, maman, venez me chercher. Que quelqu'un vienne me chercher. Qu'on me sorte de là. Ramenez-moi. Quand on vous annonce que votre enfant est mort, on se sent complètement vide. On quitte notre corps. On ne ressent rien. On s'éteint totalement.
J'espère qu'il n'y a pas de douleur plus vive que celle-ci. Je ne veux pas vivre pire que ça. On m'appelle pour m'informer qu'il y a une correspondance positive pour un suspect. Le résultat de l'analyse ADN correspond à un délinquant sexuel de 30 ans nommé John Gardner. Des traces de fluide corporel appartenant à John Gardner sont retrouvées sur les sous-vêtements de Chelsea King. J'entends le nom de John Gardner pour la première fois par une source policière. En 2000, il agresse et viole une jeune fille de 13 ans. Il purge une peine de prison pour ça. Il est condamné à une peine de 10 ans, mais n'en fait que 5. Il est dehors et il viole sa liberté conditionnelle à de nombreuses reprises. Mais il semble toujours trouver un moyen de sortir de prison et d'errer dans les rues. Une fois qu'on sait que c'est un prédateur sexuel, c'est une toute autre paire de manches. Quand je découvre ses antécédents, je n'ai plus aucun doute dans mon esprit. C'est bien cet homme qui est l'auteur de ces crimes. C'est lui le monstre. Une fois qu'on identifie formellement John Gardner, on fait tout pour le rendre public. On diffuse sa photo dans les médias et on reçoit un appel indiquant que quelqu'un a identifié un homme qui pourrait être John Gardner. La brigade chargée de traquer les fugitifs localise son portable dans les environs d'un restaurant appelé Hernandez Hideaway, situé au nord du lac O'Gees, juste aux abords du parc du quartier de Rancho Bernardo. Il l'encercle, le maîtrise sous la menace d'une arme, lui passe les menottes et l'arrête. Ils me disent qu'ils ont quelqu'un en garde à vue, puis me donnent des infos sur cette personne. Je suis complètement fou de rage. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut autoriser une personne avec un tel passé à vivre au sein de notre quartier. C'est bouleversant. Puis les gens me demandent si ça pourrait être la même personne. Je réponds que ça ne peut pas être la même personne. Parce qu'au fond de moi, j'ai le sentiment qu'Amber est toujours en vie. Il me semble être le genre de monstre qui s'en prend aux filles dans les lieux publics. Et je suis convaincue qu'Amber a réussi à se rendre au lycée. Et je suis aussi convaincue qu'elle est en vie. À aucun moment, je ne pense qu'il a quelque chose à voir avec Amber. Je n'ai jamais imaginé que Gardner puisse être lié à l'affaire Amber, jusqu'à ce que j'entende parler des détails de son passé. Le fait qu'il a agressé une jeune fille de 13 ans il y a quelques années, ce qui lui a valu d'aller en prison. Chelsea a été rouée de coups et violée. Amber a-t-elle subi la même chose ? Gardner est mouillé. Il est ivre. On peut sentir une forte odeur d'alcool sur lui. On l'alpague directement en lui disant « Bon, on sait que tu es impliqué dans la disparition de Chelsea King. » Dans l'état d'esprit dans lequel il se trouve, ivre et agressif, il répond « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je veux un avocat. » Une partie du processus consiste à saisir ses vêtements comme preuve. Une fois déshabillé, on peut voir des écorchures importantes sur ses bras et ses jambes. Il a également des écorchures et des ecchymoses sur le visage. Il est extrêmement important pour les enquêteurs que Candice Mocayo identifie John Gardner. Elle n'a aucun doute, aucune hésitation. Elle identifie formellement John Gardner comme étant la personne qui l'a agressé. Le 5 mars, on reçoit un appel du shérif Gore qui nous demande de le rejoindre immédiatement dans son bureau. À notre grande surprise, on doit aller chercher John Gardner pour qu'il nous conduise quelque part. On n'a aucune idée de ce qui se passe. Son comportement est vraiment très étrange.
À ce moment-là, il dit quelque chose qui nous met la puce à l'oreille. John Gardner dit quelque chose d'assez inhabituel, d'assez inattendu. Il va nous montrer où il s'est débarrassé du corps d'une autre victime. Le procureur nous demande de venir à son bureau pour nous informer qu'ils ont obtenu des aveux de John Gardner concernant Chelsea et qu'ils pensent qu'il est responsable du meurtre d'une autre fille. Une partie de l'accord conclu avec John Gardner prévoit que la peine de mort soit écartée s'il accepte de nous conduire à l'endroit où se trouvent les restes d'Amber Dubois. Pour moi, c'est une décision très difficile à prendre. Personnellement, je n'étais pas contre sa condamnation à la peine de mort. Mais émotionnellement, je ne peux pas priver la famille d'Amber d'une chance d'obtenir des réponses. Ils ont traversé tant d'épreuves et Carrie et moi partageons un lien fort. Alors, je ne peux pas refuser ces conditions. Je ne pourrai pas me le pardonner. Alors le 5 mars, on se rend à la prison du comté de San Diego où John Gardner est détenu. Et on le récupère. Il est assis entre Palmer et moi à l'arrière de notre véhicule. On est escorté par des agents du SWAT lourdement armés. On a des instructions. On doit être super vigilant à tout mouvement ou toute tentative de John Gardner de s'échapper ou de faire quoi que ce soit. Et si on a le sentiment que quelque chose va mal tourner, on doit le neutraliser avant qu'il ne devienne une menace. Je suis assis à côté d'un meurtrier. On essaie donc de ne pas être trop dur avec lui. Peut-être pour qu'il soit plus enclin à nous montrer où se trouve le corps. Mais au fond de moi, je me dis, espèce de salaud, t'es qu'un assassin. Le trajet est difficile. Il dure plus d'1 heure. On arrive à destination dans une région isolée du nord du comté appelé Pala. On ouvre les portières arrière et on fait sortir Gardner. Il a des chaînes à la taille. Il aime être le centre de l'attention. C'est un homme très arrogant. Il est temporairement hors de détention. Il se sent tout puissant là dehors. Il nous montre tout. Il nous dit où chercher. C'est un flanc de coteau très abrupt. Alors qu'il avance en traînant les pieds jusqu'au bord, il désigne le bas de la falaise, tout près. On parvient à fouiller cette zone et on finit par trouver un os humain. Et puis, quelques minutes plus tard, on découvre un crâne. Peu après, la nuit tombe, le brouillard s'installe et on passe la nuit à exhumer Amber du flanc de la montagne à l'aide de lampes torches. On était à sa recherche depuis plus d'1 an. D'un côté, je suis tellement heureux qu'on ait enfin retrouvé Amber. On allait enfin pouvoir boucler l'affaire. Mais bien sûr, c'est vraiment tragique. Elle n'avait que 14 ans. Et je ne peux pas imaginer ce que cette pauvre fille a dû endurer. Savoir qu'ils ont découvert son corps est éprouvant, mais c'est aussi un soulagement. Il y a un procès et il plaide coupable pour le meurtre d'Amber. Que plaidez-vous? Coupable. Mais ensuite, dans un dernier geste calculé, il refuse de donner le moindre détail sur le meurtre d'Amber. Je contacte ses avocats pour leur dire que je veux seulement des réponses, que je veux savoir ce qui est arrivé à Amber. Il dit, si vous voulez des détails sur ce que j'ai fait à Amber ou Chelsea, je ne le dirai qu'à leurs parents. À ce moment-là, c'est tout ce que j'ai besoin d'entendre et je vais obtenir les réponses que je veux. On m'autorise à me rendre à la prison du comté de San Diego pour rencontrer Gardner et qu'il me dise ce qu'il a fait à ma fille.
J'ai l'intention de découvrir ce qui s'est passé. Je veux faire mon deuil. C'est comme dans Le Silence des agneaux, comme s'il était Hannibal Lecter. Ce monstre puissant qui veut absolument contrôler la situation, dominer les femmes. C'est sa manière d'agir, parce que c'est un psychopathe. Il est assis face à Carrie, ils sont séparés par une cloison en verre, et il lui raconte en détail tout ce qu'elle redoute, mais qu'elle a besoin de savoir concernant sa fille. Je la croise en passant devant elle en voiture, et c'est la première fois que je la vois. Je m'arrête à côté d'elle, les vitres de la voiture sont baissées. Je lui fais voir discrètement que j'ai un couteau. Je lui dis que j'ai aussi un flingue, et qu'elle doit monter dans la voiture, sinon ça va mal se passer. Elle me regarde avec un air choqué et incrédule. Elle me demande pourquoi je fais ça, ce qui ne va pas chez moi. Puis on arrive vers Pala, une petite zone plate qui se trouve juste à côté de cette route. Et c'est là que la suite de l'histoire se déroule. Dans cette zone isolée, il la viole et ensuite il la poignarde. Il n'a aucun remords. Après m'avoir raconté la manière horrible dont il a tué ma fille, il me dit « Je suis prêt à entendre ce que vous pensez de moi ». Je raccroche le téléphone et je sors. Et ça, c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Je pars libérée. Le 16 avril 2010, j'assiste au verdict de John Gardner à San Diego. Pour le meurtre avec préméditation de Chelsea King avec circonstances aggravantes, prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pour le meurtre avec préméditation d'Amber Dubois avec circonstances aggravantes, prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'une des choses les plus satisfaisantes quand on est dans les forces de l'ordre, c'est d'éliminer la menace criminelle des rues. Le fait d'avoir réussi à enfermer John Gardner est l'une de nos plus grandes réussites. John Gardner est manifestement quelqu'un qui n'a aucun respect pour les femmes et il a clairement des problèmes de colère. S'il n'avait pas été arrêté, il aurait certainement continué à s'en prendre à des jeunes filles. Je suis sous médoc, là. Quand je parle, la colère se voit dans mes yeux. Je m'énerve, je m'emporte, j'explose. Je tuerai. Je le sais. Je suis le genre de prédateur sexuel le plus dangereux qui soit. Je suis le genre de personne qu'il faut enfermer pour toujours.